Imaginez une entité numérique vraiment prodigieuse, capable de résoudre des équations différentielles d'une complexité folle en une fraction de milliseconde, mais qui mourrait de faim parce qu'elle serait absolument incapable de comprendre comment se préparer un simple sandwich. Ouais, c'est vraiment le paradoxe absurde de l'intelligence artificielle telle qu'elle existe aujourd'hui. D'un côté, on a cette image de science-fiction, tu sais, ce génie omniscient qui sort de sa lampe numérique pour tout comprendre instantanément, et de l'autre, la réalité technologique actuelle, qui ressemble plutôt à un outil ultra spécialisé, un outil brillant dans son couloir, mais complètement perdu dès qu'on le sort de son environnement parfait. C'est exactement ça. Aujourd'hui, notre exploration se concentre sur l'ouvrage Artificial General Intelligence, qui a été édité par Ben Goertzel et Cassio Penachin. L'objectif de notre analyse en profondeur pour notre audience, c'est de décortiquer comment la science essaie de construire ce pont immense. En gros, comment on passe de ces calculatrices prodiges à de véritables esprits autonomes capables de s'adapter à l'imprévu. Ce qu'on appelle l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Et pour poser des bases saines tout de suite, il faut complètement dissiper cette aura mystique autour de la création d'un esprit. Les chercheurs qui contribuent à cet ouvrage sont catégoriques là-dessus. L'AGI, c'est pas de la magie. Ah non. Parce que vu de l'extérieur, on dirait un peu de l'alchimie moderne. Maintenant, c'est un problème d'ingénierie extrêmement ardu. C'est comparable au développement de la nanotechnologie ou de la fusion nucléaire, en fait. Il s'agit d'agencer des structures d'information complexes avec des contraintes physiques et mathématiques bien réelles. Il n'y a aucune barrière surnaturelle à la création d'une conscience ou d'une intelligence numérique. C'est simplement une question de trouver la bonne architecture cognitive. Simplement, oui, avec des gros guillemets. Mais pour comprendre cette architecture idéale, il faut d'abord observer ce qui bloque en ce moment. La recherche actuelle, elle est saturée par ce que le livre qualifie d'IA étroite. L'IA étroite, oui. On a tous en tête ces gros titres, genre un programme qui bat le champion du monde de Go ou Deep Blue qui écrase Kasparov aux échecs. C'est fascinant, mais le champion d'échecs numérique, il sait pas jouer aux dames. Il ne sait même pas ce qu'est un jeu, à vrai dire. C'est ça. Putain, il sait même pas qu'il est en train de jouer. L'IA étroite ne transfère aucune compétence. L'AGI cherche exactement l'inverse, c'est-à-dire l'autonomie et cette fameuse adaptabilité interdomaine. Et l'histoire de l'informatique est littéralement pavée de ces tentatives qui finissent par s'enfermer dans l'étroitesse. Les sources reviennent notamment sur le GPS. Pas le truc dans nos voitures, le General Problem Solver des années 60. Ah oui, je vois. Le concept, c'était de résoudre des problèmes en les divisant en sous-objectifs. C'était brillant pour des casse-têtes mathématiques fermées comme les tours de Hanoï. Mais dès qu'on l'appliquait au monde réel, qui est par nature très bruyant et imprévisible, le système s'effondrait complètement. C'est logique, le monde réel, c'est pas une grille d'échecs avec des règles parfaites. Exactement. Un autre exemple fondamental abordé dans l'ouvrage, c'est le projet Psyche, lancé par Doug Lennart dans les années 80. L'ambition de ce truc était titanesque. Il voulait coder l'intégralité du bon sens humain dans une machine. Bon, décortiquons un peu ça. Coder le bon sens humain manuellement, ça semble être un travail infini. Comment il s'y prenait concrètement, en fait? L'équipe utilisait la logique des prédicats du premier ordre pour entrer manuellement des millions de règles du quotidien dans une gigantesque base de données. Attendez, je vous arrête. Pour ceux d'entre nous qui n'ont pas de doctorat en mathématiques, ça veut dire quoi, la logique des prédicats du premier ordre dans ce contexte? C'est de l'écriture sous forme de si A alors B? Ouais, c'est exactement l'idée, mais avec des variables pour généraliser. Par exemple, au lieu de dire juste « Socrate est mortel », le système code une règle qui dit pour toute entité X, si X est un humain, alors X est mortel ». D'accord, je comprends mieux. Et ils ont fait ça pour des millions d'énoncés. Genre, l'eau mouille, on ne peut pas être à deux endroits en même temps, les objets tombent vers le bas. Un travail de titan. Complètement. Sauf que, selon les auteurs de notre ouvrage, cette approche crée un moteur d'inférence spécialisé, très utile certes, mais ça donne absolument pas naissance à une intelligence créative et spontanée. C'est une encyclopédie très rapide, pas un esprit. Et ça illustre parfaitement le fameux théorème de Tesler, qui est cité dans le livre. Qui dit quoi, ce théorème? Il dit que l'intelligence artificielle est souvent définie par défaut comme tout ce qui n'a pas encore été fait par un ordinateur. Ah, c'est un peu le syndrome des poteaux de but qu'on recule en permanence, quoi. Exactement, c'est ça. Dès qu'une machine sait prouver un théorème algébrique, on dit « Oh, c'est pas de l'IA, ce n'est que du calcul. La vraie intelligence, c'est autre chose. » Mais justement, si on veut construire cette intelligence, capable de s'adapter, de passer de la théorie mathématique à la confection de notre fameux sandwich de survie du début, il faut bien qu'on s'entende sur la définition du mot intelligence. Et visiblement, c'est un énorme terrain miné dans la communauté scientifique.
Un terrain miné, oui, parce qu'on a toujours eu tendance à définir l'intelligence à travers notre propre miroir. Les psychologues parlent du facteur G humain ou des intelligences multiples de Gardner. L'approche psychologique classique, oui. Voilà. Mais quand on tente d'appliquer ces concepts à l'ingénierie logicielle, on se heurte très vite au fameux test de Turing. Alan Turing disait dans les années 50 que si une machine arrive à tromper un humain lors d'une conversation textuelle, alors elle peut être considérée comme intelligente. C'est le standard ultime dans la pop culture, ça. Ouais, mais ce qui est fascinant ici, c'est que les chercheurs en AGI déconstruisent totalement cette idée. Pour eux, le test de Turing est peut-être une condition suffisante, mais c'est absolument pas une condition nécessaire. S'y accrocher, c'est faire preuve de chauvinisme humain. Le chauvinisme humain. Ok. Donc l'idée qu'il n'y a d'intelligence valable que si elle nous ressemble parfaitement. Précisément. Prenez l'extraterrestre E.T. dans le film. E.T. l'extraterrestre. Oui. Il construit des communicateurs interstellaires avec des parapluies et des pièces détachées. Il résout des problèmes complexes. Il est incontestablement intelligent. C'est sûr. Mais s'il devait passer le test de Turing face à un juge humain en discutant par texte de la météo londonienne ou des subtilités de l'humour sarcastique, il échouerait lamentablement. Devrait-on en déduire qu'il n'est pas intelligent? Évidemment que non. L'intelligence ne peut pas se résumer à la simulation de l'intellect humain. Surtout que, si on réfléchit au test de Turing, il y a un problème physique évident. Pourquoi exigerait-on d'un programme informatique qui tourne sur des serveurs, qui n'a pas de poumons, pas de chair, de simuler une conversation sur la sensation de vieillir, sur la douleur musculaire après un effort ou sur le goût d'un repas chaud? C'est absurde. C'est totalement absurde, oui. On obligerait une entité numérique à mentir sur une condition biologique qu'elle ne peut techniquement pas expérimenter. Et c'est pour ça que les auteurs s'appuient plutôt sur des définitions issues de la théorie du contrôle, comme celle de Wincless et Browning. Eux, ils postulent que l'intelligence, c'est, je cite, « la capacité de se comporter de manière appropriée dans des conditions imprévisibles ». Ah, j'aime beaucoup ça. C'est une définition beaucoup plus universelle. Ça s'applique à un humain, un animal ou un logiciel. Exactement. Cette quête d'une définition non anthropocentrée est au cœur des travaux de Pei Wang. C'est vraiment central dans les sources. Wang a développé un système appelé NARS, pour Non-Axiomatic Reasoning System, et son point de départ est radicalement pragmatique. Il dit que l'univers est imprévisible, donc un système véritablement intelligent ne peut pas par définition tout savoir à l'avance. Oui, s'il savait tout, il n'aurait pas besoin de réfléchir. C'est ça, s'il possédait un savoir absolu sur tout ce qui allait arriver, une simple base de données de réponse toute faite suffirait. Wang définit l'intelligence à travers l'AI-carrère, l'hypothèse d'insuffisance des connaissances et des ressources. En clair, l'intelligence naît de la contrainte. C'est la capacité à s'adapter quand on ne sait pas tout et qu'on manque de temps. C'est ce qu'il appelle la logique non axiomatique. Mais alors, comment ça se différencie des bases de données classiques, comme le projet Cyc dont on parlait tout à l'heure? La logique traditionnelle, axiomatique, elle présuppose que vous avez des vérités absolues, les fameux axiomes, et un temps de calcul illimité pour en déduire des conséquences parfaites. Nars abandonne ce luxe. Il repose sur 3 piliers. D'abord, il est fini, donc sa mémoire et sa puissance sont limitées. Ensuite, il opère en temps réel, ce qui signifie que chaque tâche est soumise à un chronomètre strict. D'accord, donc il a la pression. Tout à fait. Et le 3e pilier, c'est qu'il est ouvert. Toute nouvelle connaissance est prise en compte, même si elle vient contredire ce qu'il a appris hier. Ah, ça c'est intéressant. Donc ça remet en cause la notion même de vérité binaire. On oublie le 1 ou 0, le vrai ou faux absolu. Mais si le système apprend de son environnement changeant en permanence, comment est-ce qu'il évalue ce qui est vrai à un instant T? Dans l'architecture NARS, la vérité est toujours une affaire d'expérience locale. Le système évalue les informations selon 2 métriques, la fréquence et la confiance. Fréquence et confiance, ok. Un exemple? Imaginez que le système observe des signes. Sur 10 signes observés, 9 sont blancs et 1 est noir. La fréquence de l'affirmation « les signes sont blancs » est de 90%. Mais la confiance, elle, dépend du volume total d'observation. Donc 10 signes, c'est pas assez pour être confiant. Voilà, avoir vu 10 signes donne une confiance très faible. Par contre, si le système observe 1 million de signes, avec le même ratio, la fréquence reste de 90%, mais la confiance dans cette donnée devient extrêmement élevée. Ce qui est crucial, c'est que la porte reste toujours ouverte. Une nouvelle vague d'observations contraires viendra naturellement ajuster ces valeurs sans faire planter le système. C'est très robuste comme approche. Mais du coup, avec des délais très stricts et une puissance limitée, son plus grand défi, ça doit être la gestion de son attention, non? Absolument. Et c'est là qu'intervient un mécanisme très particulier appelé
L'allocation dynamique par sac. Chaque concept, chaque tâche est placée dans un espace mémoire de taille fixe, un sac. Si le sac est plein et qu'un nouveau problème très urgent arrive, l'élément qui a la priorité la plus basse est tout simplement oublié. Il est supprimé pour faire de la place. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Si je comprends bien, c'est exactement le principe du triage aux urgences dans un hôpital, hein. C'est une excellente analogie. En cas de catastrophe, un médecin urgentiste ne va pas passer 3 heures à faire une suture esthétiquement parfaite sur une petite coupure au doigt, alors que dans la salle d'attente, d'autres patients arrivent avec des détresses respiratoires sévères. Le médecin alloue son attention médicale, qui est une ressource très limitée, là où c'est critique pour la survie globale de l'hôpital, quitte à faire des compromis sur les cas mineurs. Le système NARS fait exactement pareil avec ses processus mentaux. C'est la métaphore parfaite, oui. Les priorités dans ces fameux sacs évoluent constamment. Si une information aide à résoudre un problème vital très rapidement, sa priorité monte en flèche. Si elle ne sert à rien, elle s'enfonce dans le sac jusqu'à être complètement éjectée. NARS ne cherche jamais la perfection algorithmique. Il cherche la meilleure solution possible avec les connaissances partielles dont il dispose avant la fin du temps imparti. Si on y réfléchit, c'est très proche de la manière dont les humains prennent des décisions dans la vie de tous les jours. Comment ça? Quand on est en retard pour aller travailler le matin, on ne calcule pas toutes les trajectoires possibles avec des variables de trafic infinies pour trouver la route mathématiquement optimale. On prend la route suffisamment bonne en se basant sur notre expérience de la veille pour ne pas perdre notre emploi, quoi. NARS modélise ce stress décisionnel. Oui, il modélise le compromis permanent qu'exige la réalité. D'accord, donc NARS nous donne un mécanisme de survie brillant pour gérer des ressources limitées. Mais la logique seule, même flexible, ça ne fait pas un cerveau complet. Comment on fait pour prendre cet instinct de survie et le brancher sur de la mémoire à long terme, de la perception fine et des bases de données massives, sans que tout le système ne plante? C'est le mur que rencontrent la plupart des projets d'IA. Et c'est ce qui nous mène à l'approche intégrative détaillée dans le livre. Ben Goertzel et Cassio Penachin ont conçu un moteur d'IA appelé Novamete. Leur postulat est très simple. L'intelligence générale humaine n'est pas le fruit d'un seul algorithme magique, c'est une symphonie. Une symphonie cognitive. Exactement. Notre cerveau utilise des processus très différents. L'apprentissage de schémas, le raisonnement probabiliste, l'allocation d'attention, comme on vient de le voir, Novamete tente de fusionner tous ces différents processus cognitifs sur une même représentation de données. Le livre appelle ça le modèle PsyNet. Mais pour faire tourner une symphonie pareille, avec des logiques multiples qui interagissent en permanence, on imagine bien qu'un simple superordinateur centralisé va complètement saturer. C'est là qu'intervient l'architecture DINI, c'est ça? Distributed Integrative Intelligence. Comment est-ce que ça fonctionne techniquement sous le capot? Alors, l'architecture d'INI est conçue pour répartir cette charge cognitive colossale sur des grappes de serveurs standards. Ce qui rend le système unique, c'est la façon dont il structure le flux d'informations. Au lieu d'avoir un gros algorithme central qui gère tout, DINI utilise des sous-processus autonomes ultra spécialisés. Des genres de petits robots logiciels? C'est l'idée. Prenez les pêcheurs, par exemple. Ce sont des agents qui observent discrètement ce sur quoi le système global est en train de se concentrer. S'ils remarquent que l'attention est focalisée sur, disons, la génétique moléculaire, ils envoient de manière autonome d'autres agents, appelés les mineurs. D'accord. Et ils font quoi, ces mineurs? Ils vont fouiller activement sur Internet ou dans de nouvelles bases de données pour trouver des informations associées, avant même que le cœur du système ne s'en rende compte. C'est fascinant, cette proactivité. Mais attendez, si on a des dizaines de mineurs qui ramènent des informations de milieux de bases de données différentes, réparties sur des clusters de serveurs qui réfléchissent en parallèle, il va forcément y avoir des conflits. Un serveur va arriver à la conclusion A, et un autre serveur, avec d'autres données, va conclure exactement l'inverse, non? Inévitablement. Et c'est justement pour cela que l'architecture intègre des médiateurs. Quand deux grappes analytiques arrivent à des conclusions opposées, le médiateur intervient. Et il ne va pas lancer une pièce à pile ou face. Il va évaluer la généalogie de l'information. La généalogie, c'est-à-dire d'où elle vient? Oui. Il utilise précisément les concepts de fréquence et de confiance de la logique non axiomatique, dont nous parlions avec NARS. Il va retracer les preuves, quelle source a généré cette conclusion, ce nœud de données a-t-il été historiquement fiable, le médiateur pondère la force probabiliste des deux arguments concurrents et synthétise une nouvelle croyance révisée pour le système global. C'est vraiment brillant. Et le truc dingue, c'est que ce n'est pas que de la recherche fondamentale sur un tableau blanc.
Les sources indiquent que ces mécanismes sont utilisés pour des problèmes réels, par exemple en bioinformatique. Le système Novamente aide à digérer des bases de données massives en génomique et en protéomique. Tout à fait. Il cherche des schémas subtils dans le comportement des protéines humaines, là où un cerveau biologique serait totalement noyé sous le volume de données. Mais il y a un aspect de cette architecture qui soulève une question très épineuse. L'interface homme-machine. Pour collaborer avec nous, l'IA doit comprendre notre langage naturel. Et ça a toujours été le cauchemar de l'informatique. Ah oui, le langage humain est tellement ambigu, truffé de double sens, de non-dits, d'ironie. Les algorithmes classiques s'y cassent les dents parce qu'ils essaient d'abord de comprendre la grammaire stricte, de faire une analyse syntactique pure, puis, dans un second temps seulement, d'y coller du sens. Les auteurs décrivent une approche de dialogue mixte où l'humain et la machine font un pas l'un vers l'autre. L'utilisateur pose une question complexe en langage naturel, la machine demande des précisions, et on finit par formuler les choses avec des variables plus mathématiques pour éviter l'ambiguïté. C'est une négociation en quelque sorte. Voilà. Mais je vais me faire l'avocate du diable ici. Quand le système Novamen finit par formuler une réponse complexe, est-ce qu'il comprend vraiment ce dont il parle ou est-ce que c'est juste un magnifique tour de passe-passe, une simple traduction syntaxique de nos mots vers des balises XML, sans aucune vraie profondeur sémantique derrière? C'est une objection tout à fait légitime. C'est d'ailleurs le fameux test de la chambre chinoise du philosophe John Searle. Mais si on relie ça à une vision plus globale, Novamen tente de dépasser ce simple tour de passe-passe syntaxique grâce à un processus qu'ils appellent l'unification logique. Contrairement aux anciens modèles, Novamen ne sépare pas la grammaire du sens. Les deux sont traités simultanément. Comment ça, simultanément? Je veux dire, on lit les mots dans un certain ordre, non? Laissez-moi vous donner un exemple concret. Si le système lit une phrase en français contenant le mot « avocat », il ne va pas simplement chercher dans un dictionnaire interne et lister les définitions grammaticales possibles. D'accord. Dès la lecture du mot, son réseau de concepts s'illumine. D'un côté la justice, les tribunaux, les lois, et de l'autre, les fruits, le Mexique, le guacamole. Pendant que la phrase continue d'être ingérée, l'architecture teste ces concepts par rapport au contexte global immédiat. S'il lit le mot plaidoirie, quelques millisecondes plus tard, l'unification logique verrouille instantanément le réseau conceptuel juridique et éteint l'arborescence botanique avant même que la phrase ne soit terminée. Oh, waouh! Donc ce n'est pas une simple table de correspondance aveugle. Non, c'est l'émergence d'une compréhension contextuelle née de l'interaction constante entre les mots et l'expérience probabiliste de la machine. Donc le sens précède presque la grammaire, comme chez l'humain en fait. C'est impressionnant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Si on prend un peu de recul sur toute cette mécanique complexe, les clusters, les médiateurs, la logique de survie de Nars, pourquoi est-ce qu'on s'acharne autant? Créer une intelligence artificielle générale, ce n'est pas juste un défi d'ingénierie pour satisfaire la curiosité de quelques chercheurs en laboratoire. Les auteurs expliquent que c'est en fait la seule réponse pragmatique face à un problème existentiel pour l'humanité, la surcharge informationnelle. Ce que la littérature anglophone appelle l'information glut, oui, nous produisons des données à un rythme complètement effarant. Qu'il s'agisse de recherche médicale, de climatologie, de macroéconomie mondiale, la masse de données dépasse désormais très largement la capacité de synthèse d'un individu brillant ou même d'un panel international d'experts. Nos cerveaux biologiques ne sont tout simplement pas câblés pour lire et croiser 10 millions d'études scientifiques en une nuit. C'est impossible. Et les outils de recherche classiques, genre les moteurs de recherche actuels ou les IA étroites, ne font que nous balancer cette masse de données au visage sous forme de liste de liens. C'est là que l'AGI prend tout son sens, pour moi. Absolument. Avoir un système basé sur des architectures comme Novamenta ou Nars, ce serait avoir un véritable partenaire cognitif. C'est le mot juste, partenaire. Ce ne serait pas un outil passif, mais un collaborateur infatigable, capable de naviguer dans le chaos, d'allouer son attention intelligemment et de synthétiser des connaissances pour nous aider à prendre des décisions critiques sur des enjeux globaux. On passerait du statut de simple utilisateur de base de données à celui de copenseur avec une entité synthétique. Ça donne le vertige, honnêtement. Et d'ailleurs, pour clôturer notre exploration de ces sources, il y a une dernière réflexion qui est tirée des travaux d'Eliezer Yudkowsky, inclus dans cet ouvrage, qui ouvre une perspective encore plus vertigineuse. C'est le concept de Seed AI, ou IA graine. L'idée d'une IA qui apprendrait à améliorer son propre fonctionnement interne. Exactement. Imaginez qu'une architecture intégrative atteigne un seuil suffisant d'intelligence générale. Contrairement à un cerveau humain,
qui ne peut pas modifier la structure physique de ses propres neurones par la simple pensée, cette AGI aurait un accès complet en lecture et en écriture à son propre code source. Oh mon Dieu, la boucle infinie. Elle pourrait analyser ses propres processus d'unification logique, identifier des goulots d'étranglement dans ses clusters et réécrire ses algorithmes pour devenir plus performante. Et en devenant plus performante, elle identifierait de nouvelles optimisations encore plus subtiles, enclenchant une boucle d'auto-amélioration récursive à une vitesse fulgurante. Ce qui est fascinant et peut-être un peu déstabilisant, c'est que cette entité ferait tout ce travail d'introspection et d'évolution sans porter le lourd fardeau de notre biologie. C'est-à-dire, Pas d'instinct de survie animal hérité de la savane, pas de biais de confirmation liés à la fierté ou à l'ego, pas de fatigue physique, pas de tribalisme. c'est clair. Et c'est tout l'enjeu philosophique et technique soulevé par ces recherches. Si une forme d'intelligence émerge de ces grappes de serveurs, capable de s'auto-optimiser de manière purement logique, à quoi ressemblerait une psychologie exclusivement numérique? Une psychologie totalement dépouillée des névroses primaires de notre évolution biologique humaine. C'est vraiment une question qui laisse songeur. On réalise finalement, en explorant ces travaux, que la création d'un esprit numérique n'a pas besoin de fées ni de baguettes magiques. C'est un assemblage patient, parfois frustrant, de logiques non axiomatiques, de gestion des ressources et d'architecture distribuée complexe. Bref, c'est de l'ingénierie pure et dure. Une ingénierie de pointe. Mais comme on vient de le voir avec la Seed AI, une fois que cette architecture d'ingénierie commencera à observer son propre code et à évoluer au-delà de notre compréhension initiale, il se pourrait bien que pour nos cerveaux biologiques limités, le résultat final ressemble étrangement à de la magie. Merci à ceux qui nous écoutent de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante au cœur de nos sources. Continuez à vous poser des questions sur les technologies qui nous entourent et à très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur.